BFM Business, Intégral Placement, 10h midi, 100% placement. C'est un thème qu'on adore au cœur d'Intégral Placement, la portabilité ou la transférabilité de l'assurance vie. On suit ce dossier depuis bien évidemment des années et plus singulièrement depuis septembre 2018 et les tentatives d'Amélie de Montchalin et de Joël Giraud. Pour en parler aujourd'hui, après la commission de deuxième lecture à l'Assemblée nationale, Jean-Noël Barrot, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. À vos côtés, Gérard Beckerman pour l'affaire. Bonjour Gérard. Bonjour. Et puis, deux plus grands habitués, on va dire, de ces thématiques et de ce plateau, Jean-François Filiatre et Jérôme Dédéian. Bonjour à tous les deux. Bonjour Cédric, bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour. Merci donc à tous les quatre d'être là ce matin. Peut-être d'abord la parole à Jean-Noël Barrot. Vous avez travaillé d'arrache-pied jusque tard cette nuit. On en est où? L'article 21 et votre amendement notamment ont été adoptés en commission, c'est ça? Donc on est sur la voie de la transférabilité, de la portabilité, je ne sais pas comment vous préférez qu'on dise, de votre côté. Les députés ont adopté une série de mesures au bénéfice des épargnants, avec notamment, je dirais, 3 grandes nouveautés. La première, c'est la capacité jusqu'au 1er janvier 2022 de transférer son contrat d'assurance vie vers un plan d'épargne retraite. Le plan d'épargne retraite, c'est une avancée de la loi Pacte. C'est un produit qui a vocation à devenir un produit d'épargne populaire de préparation à la retraite, avec la déductibilité à l'entrée, la capacité de porter ce contrat que l'on change d'employeur, que l'on fasse un passage en indépendant, la possibilité de sortir en rente ou en capital, et puis la possibilité de transférer ce plan vers un autre gestionnaire si on n'est pas satisfait de la gestion. Et donc la transférabilité de l'assurance vie vers ce plan d'épargne retraite sera facilitée grâce à des exonérations fiscales renforcées jusqu'en 2022, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la transférabilité d'un contrat d'assurance vie mono ou multi-support vers un autre contrat d'assurance vie multi-support ouvert, souscrit auprès du même assureur. Ça va permettre deux choses. D'abord, ça va permettre de redonner un peu de pouvoir de négociation aux épargnants, aux assurés vie, qui pourront demander, dans le cas où, et on sait que ça arrive, malheureusement, la rémunération qu'ils perçoivent sur leur contrat n'est pas suffisante, de pouvoir souscrire un nouveau contrat mieux valorisé, et peut-être même aussi un nouveau contrat qui intégrera les nouvelles obligations introduites par la loi Pacte, c'est-à-dire les obligations de présenter des unités de compte vertes ou des unités de compte solidaire. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que tout épargnant en assurance vie ou nouveau souscripteur d'un contrat d'assurance vie disposera désormais de l'information sur les taux de rendement ou de revalorisation de chacun des contrats proposés à la commercialisation ou clôturés à la commercialisation par l'assureur, ce qui va lui permettre de faire son choix dans les meilleures conditions et de créer les conditions d'une concurrence saine entre les produits d'épargne au bénéfice des assurés. Donc voilà les 3 points, celui du milieu étant celui qui nous intéresse le plus, entre guillemets, aujourd'hui, à savoir celui de la portabilité ou de la transférabilité de l'assurance vie, qu'on va qualifier donc d'interne. En fait, on pourra fourgousser tout produit, finalement, si je résume, à peu de choses près. Vous résumez bien, mais c'est incomplet. La première proposition est très importante et je veux la souligner. Oui. Et il s'agit d'une nouvelle forme de fourgoussage qui est pour l'instant limitée dans le temps jusqu'au 1er janvier 2022, qui vous permet de sortir de vos contrats d'assurance vie dans un PER fourni par n'importe quel prestataire, gestionnaire d'actifs ou assureur. Donc là, vous avez une véritable transférabilité parfaitement ouverte vers un produit de préparation à la retraite. On le sait. Un assuré vie sur 4 déclare épargner en assurance vie pour la préparation de la retraite. Désormais, il pourra basculer son investissement dans le plan d'épargne retraite. Et sur le fourgoussage interne, oui, vous avez raison, c'est bien interne au même assureur. Gérard Beckerman, vous portez souvent le fer pour défendre en fait les épargnants via le contrat à faire. Comment est-ce que vous réagissez à cette avancée finalement? Alors il va falloir ensuite discuter en séance, etc. Et on a bien compris en suivant les débats cette nuit que certains voulaient aller plus loin, qu'il y avait encore des questions, qu'il y avait encore des volontés. Gérard, comment est-ce que vous voyez tout ça évoluer? Je réagis bien. D'abord, je félicite le député Barrot d'avoir le courage. Vous savez, l'assurance vie, ce n'est pas une discipline passionnante. Et de travailler, de penser à l'assurance vie jusqu'à minuit, 1h du matin, je le félicite. C'est un sacerdoce. Et c'est un grand service qu'il rend au pays.
Je crois que ça va dans le bon sens. L'affaire est favorable à la loi Pacte. Et vous savez, on n'a pas été très souvent favorable au cours des 15 dernières années aux mesures qui étaient proposées pour les épargnants. Elle est favorable parce qu'elle procède d'un esprit de liberté. Nous sommes pour, et les précisions que vient d'apporter le député sont très intéressantes, nous sommes pour la portabilité des contrats au sein d'une même entreprise, nous sommes pour la transparence, le modèle à faire s'est construit sur la liberté et sur la transparence, la liberté de faire des versements, la liberté de faire des retraits. Mais j'aimerais que nous précisions les choses. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de la portabilité interne entre différents contrats. Et pour moi, c'est d'autant plus facile que nous n'en avons qu'un. Donc si un adhérent de l'affaire veut changer de contrat, il restera à la même place, tant mieux. Nous avons simplifié les contrats. Et je salue les initiatives du gouvernement et des amis de M. Barrot, et j'espère que la loi sera votée conformément à l'esprit de la loi Pacte, parce que c'est un progrès, c'est une avancée. Et puis il y a un deuxième sujet qui est la transférabilité, comme vous dites, d'une compagnie grand A vers une compagnie grand B. L'objectif, il est ça. Je le partage, l'affaire est favorable à la transférabilité. Mais il y a un bémol. C'est quoi le bémol ? C'est que si on oblige une compagnie d'assurance à faire face à des retraits qu'elle n'aurait pas anticipés, l'échéance le métier d'un assureur, c'est de équilibrer la structure des échéances de l'actif avec la structure des échéances du passif. De ce fait, automatiquement, arithmétiquement, la transférabilité va impliquer un raccourcissement de l'échéance moyenne. C'est-à-dire la transférabilité va impliquer une baisse des rendements pour l'épargnant. Quel service va-t-on rendre aux 16 millions de Français qui ont un contrat d'assurance vie, qui ont déjà beaucoup de mal à avoir une rémunération convenable de leur pouvoir d'achat, si demain, avec ce mouvement libertaire que nous n'acceptons pas parce que les compagnies ne sont pas prêtes, mais nous acceptons l'objectif, nous arrivions à une liberté qui serait en fait une contrainte avec des rendements inférieurs. Jérôme Dédéian pour RS, votre d'abord réaction et puis peut-être effectivement envisager d'autres possibilités, parce qu'on a entendu des députés cette nuit porter cette revendication et assumer qu'ils le feront. Non, quelqu'un de vos collègues ont dit en séance, on en reparlera tout de même. Oui, mais je crois que les amendements ont été votés à l'unanimité, donc il y avait un réel assentiment, je crois, sur la direction qui a été prise. Alors, ma réaction est simple. Ce matin, en prenant mon café dans ma cuisine et en suivant le résultat des débats de cette nuit, j'étais de très bonne humeur. Alors pourquoi étais-je de très bonne humeur ? D'abord parce que nous aussi, nous soutenons depuis le début de la loi Pacte, on a besoin de développer une épargne retraite par capitalisation, et donc tout ce qui va dans le sens de ce fléchage de l'épargne des Français vers ce matelas en vue de la retraite, avec toute la souplesse que nous défendons depuis le début, est évidemment extrêmement bon à prendre, donc ça c'est une première très bonne nouvelle. Sur le sujet de la portabilité, j'étais de bonne humeur, bien qu'il ne s'agisse pour le moment que de transférabilité au sein de la même compagnie. Pourquoi j'étais de bonne humeur ? Parce que ce sujet, depuis que je suis dans le métier, et donc ça fait quelques dizaines d'années puisque je suis plus tout jeune, ce sujet était totalement tabou. On ne pouvait pas l'aborder. Il y avait une omerta complète, un lobby industriel qui s'opposait absolument à la protection du consommateur et aux avancées. Et on a quand même voté cette nuit en commission spéciale, il faut que ça tienne en deuxième lecture, quelque chose qui est une première étape pour éviter les deux points sur lesquels nous sommes tous d'accord depuis le début et qu'on a dénoncés et qui sont la raison de notre combat pour cette portabilité. Premièrement, il y a des épargnants, et notamment les plus modestes, qui sont enfermés dans des contrats souscrits il y a des dizaines d'années, adossés au même actif général que les contrats actuellement commercialisés et qui sont massacrés en taux de rendement au profit des cibles de clientèle que les compagnies préfèrent privilégier. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, la capacité à améliorer, élargir l'univers des placements accessibles et la qualité de service sur des contrats anciens que les compagnies ne veulent pas moderniser. Donc il y a un effet extraordinaire de ce qui a été voté cette nuit. On est passé d'un débat sur lequel il y avait une omerta, une cloche, on ne pouvait pas l'ouvrir parce que le lobby industriel fermait ce débat, à un débat qui est monté très très haut jusqu'au Parlement dans le débat public, et avec une première étape qui est cette portabilité interne. Donc vraiment, j'étais de très très bonne humeur ce matin. Ensuite,
plein d'arguments techniques. Gérard Beckerman vient d'en avancer quelques-uns. C'est finalement projet contre projet ou argument contre argument. Est-ce que cette transférabilité, si on la passait de la compagnie A à la compagnie B, serait gérable? Je pense fondamentalement que oui, et je pense que ça améliorerait encore le jeu concurrentiel au bénéfice des épargnants, sans qu'on puisse créer des effets de bord qu'on ne puisse pas maîtriser. Je vais très rapidement donner deux idées pour lesquelles il me semble qu'en fait les effets de bord sont parfaitement maîtrisables. La première chose, c'est que quand on parle de transfert, fourgousse, c'est-à-dire transformation de monosupport en multisupport, ça s'adresse à 30% du stock des 1700 milliards d'assurance vie. 2016, dernière date connue, ça représentait 5 milliards. La collecte brute en assurance vie annuelle en 2018, si mon chiffre est bon, est supérieure à 100 milliards d'euros, peut-être 120 milliards. Donc rien qu'avec le cash entrant, les compagnies, sans avoir à toucher la structure de leur actif, peuvent servir des sorties jusqu'à 100 milliards ou 120 milliards par an. Et donc sans qu'il y ait d'impact sur leur bilan. Et ensuite, on sait très bien que quelqu'un qui transfère et quelqu'un qui va rester, a priori, même si son contrat est toujours liquide parce qu'il a plus de 8 ans, quelqu'un qui va vers une autre compagnie, qui prend l'effort de se faire donner du conseil pour savoir s'il a intérêt à transférer et qui décide de transférer, c'est plutôt quelqu'un qui est là pour une durée qui est probablement plus longue, donc ça allonge la duration en finance fondamentale vers de l'assureur qui reçoit. Et pour l'assureur quitté, comme il s'en va sans sa quote-part de plus-value latente, et si on applique la norme PERP en permettant d'imputer 15% des moins-values latentes si jamais il y a besoin de le faire, en fait on améliore la solvabilité et la capacité à servir du rendement de l'assureur quitté. Donc voilà un peu ma vision du pourquoi c'est gérable, sans parler évidemment du fait qu'on a fait Sapin 2, et je terminerai là-dessus, pour dire que le comité de la stabilité financière peut interrompre ou vérifier qu'il n'y a pas d'effet de bord systémique sur le bilan d'une compagnie. Ce qui signifie qu'on peut aller plus loin que la portabilité interne, et je continuerai à militer pour cela. Bon, voilà qui va séduire Jean-François, qui c'est votre dada depuis longtemps, et juste avant le vote, vous disiez en gros dans une interview, l'une ne va pas sans l'autre, donc ce matin vous... Non mais je continue à le dire, mais moi ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait je trouve que, et en particulier avec tout ce qui s'est passé sur ce plateau, le débat a bougé, et le débat a bougé parce que chacun des acteurs a bougé. C'est-à-dire qu'en première lecture à l'Assemblée nationale, la position c'était de dire ce n'est pas un sujet, donc quand il y avait eu l'amendement de Joël Giraud, on avait dit, on avait eu un retrait de l'amendement, et puis on a travaillé, on a apporté des idées. Moi je reconnais par exemple qu'à l'origine j'étais favorable sur le seul sujet de la portabilité externe, et c'est ici un jour dans un débat qu'on a rajouté le débat de la portabilité interne. Et pourquoi on a rajouté ce débat? Parce qu'en fait, si vous ne faites que de la portabilité externe, vous biaisez la concurrence. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous empêchez l'assureur qui a le client de se mettre en concurrence puisqu'il est coincé sur le vieux contrat. Donc c'est pour ça que moi, effectivement, je suis un peu comme Jérôme. Je dis que si on va à la portabilité interne, elle rallonge la durée de vie des contrats. Pourquoi? Parce qu'on a le client, s'il demande de changer pour un autre contrat, c'est naturellement qu'il va rester. Moi, aujourd'hui, je dis les choses suivantes de manière très simple. Le gouvernement et la commission spéciale et Jean-Noël Barrot ont travaillé sur le sujet de l'épargne retraite en nous disant l'épargne retraite, c'est quelque chose de formidable parce qu'il y a cette notion de portabilité, et ils ont raison. On s'est emparé de ce sujet-là sur la partie assurance vie. Aujourd'hui, on a un texte qui, en fait, le coup, il est parti. Je ne sais pas si ça viendra demain, après-demain ou après-demain, mais la portabilité en assurance vie, elle viendra. Ce texte, il est très intéressant. Il y a des petits points, vraisemblablement, qu'il faut amender sur la formation, où on peut aller un tout petit peu plus loin, sur un certain nombre de problèmes pour des établissements, parce qu'on raisonne client. On raisonne assureur, mais on raisonne technique. Moi, vous savez, j'ai toujours regardé les problèmes à travers la problématique d'un client. Gérard Beckerman nous dit, moi, j'ai qu'un seul contrat. Ouais, mais il a un contrat qui est assuré chez Aviva. Donc, le gars qui est chez Aviva, il va se dire, mais pourquoi moi, j'irais pas faire un contrat à faire? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? On ne sait pas. Prenons un gars qui est à la caisse d'épargne. Un gars qui est à la caisse d'épargne, les contrats historiques de la caisse d'épargne, ce sont des contrats dits la gamme Nuance, qui est assurée chez CNP Assurance. Maintenant, les contrats de la caisse d'épargne, c'est la gamme 1000 Vie qui est assurée chez BPCE Vie. Ce ne sont pas les mêmes groupes. Qu'est-ce qu'on va dire à ce client-là? Donc moi, je vais rester très pragmatique, comme je le suis depuis le début. On a un texte qui est une réelle avancée.
on va continuer à faire des propositions, on va continuer à discuter pour effectivement arriver à trouver des solutions. Et c'était un peu ce que disait Jérôme il y a cela quelques instants sur le thème de la portabilité externe. Voilà. Et moi, je voudrais rajouter un point qui permettrait d'aller plus loin en respectant vraiment le souci de l'épargnant. Premièrement, évidemment, il faut que ça s'accompagne d'un devoir de conseil, mais les professionnels de la distribution sont là pour ça, hein, c'est évident. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une avancée majeure dans la loi Pacte sur le nouveau plan d'épargne retraite, et notamment son volet individuel, qui est la gestion associative. C'est-à-dire la valeur de l'association indépendante de l'industriel qui est là pour défendre les intérêts de l'épargnant. C'est exactement ce que fait l'affaire et c'est exactement ce qui est prévu par le texte de la loi Pacte, surtout le volet épargne retraite dont Jean-Noël Barrot, ici présent, s'occupait. Et donc on gagnerait en fait à renforcer le pouvoir de ces associations parce qu'à la limite l'affaire est une association facultative, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle a été créée à l'origine pour défendre les épargnants et pour les mettre pour mettre une couche de défense de l'épargnant devant. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas obligation d'avoir une association défendant les intérêts des épargnants quand on est en assurance vie. Il y en a qui le font, l'affaire en fait partie, et c'est remarquable. On le rend obligatoire pour la loi Pacte, c'est une vraie avancée de protection de l'épargnant. On pourrait, pour réfléchir du passage de l'interne à l'externe, étendre encore l'obligation d'avoir une association indépendante sur la partie assurance vie, parce que ça permettrait de rassurer tout le monde sur le fait que le transfert sera bien audité par une instance indépendante défendant l'épargnant, en plus du devoir de conseil du distributeur client par client. Au regard de ces échanges, Jean-Noël Barrot, et de ceux que vous avez eus avec tous vos collègues au sein de ces commissions, des experts que vous avez entendus, des échanges que vous avez eus pour préparer vos travaux, votre sacerdoce, comme disait Gérard Beckerman, vous vous dites qu'effectivement, il y a matière à discuter pour, alors je ne vais pas dire pour la lecture, mais pour ce monde de l'assurance vie, encore. Bon, sur la transférabilité, je dirais externe, je garde des réserves assez importantes, même si je suis tout à fait sensible à un certain nombre des arguments qui ont été évoqués et auxquels j'ai essayé moi-même de réfléchir en profondeur. Il faut quand même aussi rappeler que l'assurance vie bénéficie aujourd'hui d'un régime fiscal très avantageux. Si vous souhaitez sortir de votre contrat d'assurance vie et que vous faites partie des 80% des Français qui disposent dans leur contrat d'assurance vie d'une moyenne de versement, je ne sais pas, entre peut-être 50 000 et 70 000 euros, vous pouvez sans difficulté sortir de votre contrat sans conséquences fiscales. Par ailleurs, même si effectivement il y a des disparités qui sont injustifiées de rémunération entre les contrats, y compris entre les contrats souscrit auprès du même assureur, et une situation qu'il faut essayer de résoudre. Et je pense que les propositions que nous avons faites sur l'information amèneront à une fin de ce genre de situation-là, parce que les épargnants verront... Oui, parce que ce sera visible, quoi. Ça sera très visible, les disparités de rémunération. Parfois, Jean-François nous dit, quand on veut comparer deux contrats, on n'arrive pas à retrouver l'info. Voilà. Là, désormais, ça sera sur le site Internet. Donc, sur un site Internet, si un assureur présente des taux de rémunération très, très, très disparates, ça posera des questions à ces épargnants. Mais... il faut aussi rappeler, donc on a ces avantages fiscaux assez importants qui permettent quand même de clôturer un compte en échappant quasiment à la fiscalité des plus-values. Et d'autre part, l'autre risque dont nous parlent un certain nombre de défenseurs de l'idée de la transférabilité externe, c'est que, dans certaines situations, l'assurance vie ne délivre pas des rendements très significatifs au regard des conditions de marché. Mais dans ce type de situation-là, rien n'empêche un épargnant qui préférerait obtenir la rémunération offerte par des fonds monétaires, c'est-à-dire des actifs sans risque, ou quasi sans risque avec une rémunération de marché, de réallouer leur épargne du fonds euro vers des fonds monétaires. Donc il y a, du fait de la fiscalité, du fait de la possibilité de réallouer son portefeuille, il y a déjà un certain nombre de libertés qui sont offertes aux épargnants. Ça ne veut pas dire que le dispositif qu'on a adopté à l'Assemblée nationale, ou en tout cas en commission hier soir, n'est pas perfectible, mais ça veut dire que, pour ma part, je garde une forme de réserve sur la transférabilité externe. Et le produit que nous souhaitons encourager dans la loi Pacte, c'est pas l'assurance vie, dont nous considérons qu'elle est un produit qui est utile et bon pour les Français, mais qui ne mérite pas nécessairement d'être perfectionné, en tout cas à part sur les questions de transférabilité, mais c'est bien
le plan d'épargne retraite. Et nous avons beaucoup travaillé sur le sujet. Et ce que nous avons adopté hier, ça donne d'abord de la liberté aux épargnants pour transférer de l'assurance vie quand ils l'accumulaient pour préparer la retraite vers ce plan d'épargne retraite. Mais ça renforce aussi l'attractivité de ce plan dont nous espérons qu'il va grossir, non seulement parce qu'on pense que la préparation de la retraite est peut-être le besoin qui est le moins bien satisfait pour les Français, mais qu'en plus toute cette épargne retraite, elle va venir très utilement financer les entreprises de France, puisque les sommes placées dans l'épargne retraite sont tunnelisées jusqu'à la retraite, elles sont bloquées, sauf accident de la vie, sauf cas de déblocage anticipé, et donc ça permet aux gestionnaires d'actifs assureurs, d'avoir une visibilité plus longue et donc d'investir au capital des entreprises, ce qui n'est pas toujours le cas des assureurs quand ils ont un fonds euro à gérer. Gérard Beckerman, juste dans les risques inhérents, même si Jérôme et Jean-François portent l'idée qu'on peut mesurer tout ça, il y a celle de déstabiliser un petit peu des actifs d'une façon ou d'une autre, s'il y a trop de mouvements. Est-ce que c'est à vraiment redouter? On a vu par exemple, quand on a parlé de mobilité bancaire, vos petits camarades banquiers ont dit « oh là là, ça va partir dans tous les sens ». Et puis finalement, il n'y a pas tant eu de mouvement que ça. Non, d'abord les banquiers ne sont pas mes camarades, mais ce que je voudrais dire, c'est que tout le monde aime la liberté. Je suis pour la transférabilité. On a fait un premier pas et je salue les initiatives des députés qui ont voté ces amendements qui vont dans le bon sens. Réfléchissons à une transférabilité que je qualifierais de possible. Pourquoi il ne me paraît pas possible aujourd'hui? Parce qu'il y a trop de contraintes. Arithmétiquement, la transférabilité, c'est-à-dire la liberté de passer d'une compagnie A à une compagnie B, va impliquer une baisse du rendement. Or, le rendement, il est déjà faible, sauf chez nous à l'affaire. Moi, je suis content de la transférabilité. Je suis sûr que je vais avoir 2 ou 3 millions d'adhérents qui vont convoiter, je dirais, la qualité du produit à faire parmi d'autres associations. Mais les risques, quels sont? Il n'y a pas que la baisse du rendement. Il n'y a pas que les difficultés que nous aurions à financer l'économie réelle, les emplois pour les jeunes, la croissance. C'est pour ça que je m'associe aux réserves du député Barrot. Faisons attention. On n'exclut pas la transférabilité. C'est notre objectif. Mais en plus de la baisse du rendement qui est inévitable, il y a 2 autres sujets. Si je vais dans une compagnie grand B, est-ce qu'elle sera aussi solvable que la compagnie grand A? Est-ce que je pourrais ça relève du devoir de conseil. Est-ce que je serais autorisé à partir avec mes plus-values que j'avais acquises dans la compagnie grand A? Est-ce que j'aurais droit à une partie de la participation aux bénéfices? Parce que je n'entre pas dans le détail, ce ne sont pas les mêmes comptabilisations, valeurs d'actifs ou de passifs. Donc quand on aura résolu des problèmes qui sont inévitablement techniques, nous ferons un deuxième pas vers la transférabilité à laquelle nous aspirons tous. Nous ne sommes pas prêts, mais nous nous y préparons. Jean-François, très vite. Très vite. Ce sujet est quand même un sujet qui est relativement important parce que c'est un sujet de confiance de la part des épargnants. Cela fait 5 ans que 35 milliards vont dormir sur les comptes courants rémunérés. Il est important aujourd'hui de donner des signes aux épargnants pour accroître la confiance. Ça sera bien pour le PER, ça sera bien pour l'assurance vie, ça sera bien pour le PEA. Bref, ça sera bien pour le financement de l'économie. Et ben voilà, merci beaucoup en tout cas à tous les 4 de vous être prêtés à ce débat. On suivra bien évidemment la seconde lecture. Jean-Noël Barrot, merci beaucoup. Gérard Beckerman également pour l'affaire. Jean-François Filliatre et Jérôme Dédéian pour RS.